Juin 1944. Pour les Français, la libération et la fin de la guerre sont encore un lointain mirage. L'Allemagne nazie domine presque toute l'Europe. Mais les Alliés s'apprêtent à contre-attaquer. Ce sera l'opération de la dernière chance. Elle se déroulera ici. Ces 8 kilomètres de côte normande vont devenir le théâtre sanglant de la plus grande invasion amphibie de tous les temps. Une armée de 250 000 hommes, mais à l'avant quelques centaines d'hommes seulement, compagnons de lutte, amis, frères d'armes. Il est presque 6h30 du matin. La compagnie A du 116e régiment d'infanterie américain s'apprête à débarquer. À la fin de la journée, tous ces hommes seront morts. Celui qui les mène à la plage est Jimmy Green, 22 ans. J'assurais le commandement de 6 péniches. Nous avons été les premiers à débarquer sur Omaha Beach. La compagnie A est en tête. Ces hommes sont les premiers à atteindre le sol français par la mer. Leur mission, prendre Omaha Beach. On savait que la plage serait fortement défendue. Et on savait qu'il y avait des positions d'artillerie sur les falaises. Si elles étaient occupées, nous risquions gros. L'âge moyen de ces soldats, 22 ans. La plupart d'entre eux venaient de la campagne, de Bedford, en Virginie. C'était leur baptême du feu. Quand on est arrivé, la plage était étrangement calme, silencieuse. Tout semblait en suspens. Le seul bruit que l'on entendait était le ressac de la mer. Je me suis demandé pourquoi les Allemands laissaient débarquer les troupes sans tirer. Les mitrailleurs guettaient. Les hommes étaient comme des agneaux que l'on mène à l'abattoir. Ils ont été massacrés. Tous ceux de mon bateau ont été tués. Le moment décisif de la Seconde Guerre mondiale repose sur quelques milliers d'hommes qui vont mener une bataille sanglante. Beaucoup vont mourir. Quelques-uns plus chanceux en sortiront vivants. Voici l'histoire de ces hommes. Ces quelques soldats qui ont combattu pour libérer la France et qui ont survécu. Georgette Godès a 7 ans. Elle vit avec ses parents et ses grands-parents. Leur ferme est située à 1 kilomètre d'Omaha Beach. Elle n'oubliera jamais cette journée.
Mon grand-père est arrivé, nous a tiré vite du lit. Il a dit vite, vite, il faut sortir de la maison immédiatement, c'est le débarquement. La maison risque de s'écrouler, il faut absolument sortir. Alors, encore endormi, je sais qu'il m'a enveloppé dans une couverture. Les autres gosses, enfin, ils en ont fait, les adultes en ont fait autant. Donc, on est parti dans le jardin. Et à l'époque, on avait ce qu'on appelait les WC, c'était les latrines. Et encore pour nous protéger un peu, des fois d'une balle perdue. Et on était là, les gamins, on était montés sur les latrines. À quelques kilomètres de là, proche du rivage, des bateaux transportent soldats et amis. Sur eux repose le succès ou l'échec du jour J. C'était le silence dans les bateaux. On savait ce qui nous attendait. Al Baumgarten a 19 ans. Il va combattre pour la première fois. Un an plus tôt, il étudiait à l'université de New York. Puis il a été appelé sous les drapeaux. J'ai écrit à ma sœur en lui disant « N'espère pas me revoir, je pensais que j'allais mourir. » Je suis juif et j'avais vu aux actualités les Allemands entrer dans les villes et forcer les gens à porter des étoiles de David. Comme tous les soldats juifs, Al a la possibilité de changer la religion inscrite sur sa plaque d'identification. S'il était capturé, il pourrait peut-être échapper aux persécutions nazies. Mais il ne voit pas les choses ainsi. Au dos de ma veste, j'avais dessiné une grosse étoile de David avec le Bronx, New York écrit autour, pour qu'il n'ait pas de problème à m'identifier. Al et ses compagnons vont être confrontés au plus grand danger, à des périls inimaginables. La vie ou la mort se joueront à des détails étranges ou des faits apparemment sans importance. Pour Al, la survie dépendra d'une suite d'événements qui auront débuté quelques heures plus tôt, au moment du petit déjeuner. Après leur départ d'Angleterre, les soldats ont eu droit à un copieux repas. Steak, porc, poulet, saucisses, haricots, œufs, bacon, glace, bonbons et beignets. Le tout arrosé de café. Les officiers pensent qu'un estomac bien rempli remontera le moral des troupes. Pour beaucoup, ce festin ressemble au dernier repas des condamnés. La plupart des gars ont eu un horrible mal de mer. Ils vomissaient. Ils vomissaient dans leur casque, puis le vidaient. On écopait un mélange d'eau de mer et de vomi. C'était l'horreur. À propos du mal de mer, les marins ont l'habitude de dire « Au début, tu as peur de mourir, à la fin, tu as peur de ne pas mourir. » Je dirais que le mal de mer a diminué leur aptitude au combat de 60%. Un jour comme celui-ci, le destin d'un homme peut tout banalement dépendre de ce qu'il a mangé. Omaha Beach, où Al s'apprête à débarquer, est une des plages les mieux défendues. Parmi les armes des nazis, une mitrailleuse dévastatrice, la MG-42.
la mitrailleuse la plus rapide du monde. J'aurais bien souhaité entendre le bruit de ces mitrailleuses allemandes avant de débarquer. Parce que la première fois que je les ai entendues, ça m'a terrifié. Ce n'est pas une MG-42 qui les attendait, mais 5. L'embarcation Dahl pouvait donc être atteinte de 125 balles par seconde. Quand la rampe s'est abaissée, ce fut le signal. Toutes les mitrailleuses de la plage se sont mises à nous tirer dessus. Les balles fusaient dans tous les sens, comme des abeilles. On avait presque envie de mettre des coups de tapette. Le premier qui est sorti de notre bateau a été tué d'une balle dans la tête. Le capitaine a été coupé en deux. Le gars devant moi est mort sur la rampe. Le toubib est sorti. Il a été touché. Si on restait là, on allait y passer. Il valait mieux sauter. L'unique chance de survie des GI est de faire la seule chose qu'on leur a interdite, sauter par-dessus bord. J'ai plongé. Beaucoup de péniches échouent sur des bancs de sable, mais autour, plus de 3 mètres de fond. Bob Sells a toujours rêvé d'être soldat. À 15 ans et demi, il était réserviste. Aujourd'hui, il a 18 ans et risque de mourir avant même d'avoir tiré un seul coup de feu. Quand j'ai touché l'eau, j'ai coulé droit vers le fond. J'ai cru que j'allais me noyer. J'ai commencé à paniquer. L'eau était profonde. Arrivé au fond, je me suis débarrassé de la radio. Il me restait encore à enlever ma veste d'assaut si je voulais m'en tirer. J'ai poussé un grand coup et quelques secondes plus tard, j'étais de retour à la surface. Un grand nombre de ceux qui sautent à l'eau meurent noyés, entraînés par le poids de leur équipement. Ils allaient droit vers le fond. Je les ai vus se noyer. Les hommes qui n'ont pas coulé se font mitrailler au milieu de l'eau. Mais l'eau peut aussi les sauver. Quand une balle atteint l'eau, sa vitesse est proche de celle du son. Mais le choc l'arrête en moins d'1 mètre. Si une balle tombe à côté de toi, tu meurs. À près d'1 mètre ou plus, tu es sauf. Sur les 1450 soldats de la première vague d'assaut, plus d'un tiers tombent dans la première heure. La longue liste des noms des morts commence.
Captain Charles Emker, 743rd Tank Battalion. First Sergeant Henry Golas, 2nd Ranger Battalion from Providence County, Rhode Island. Private First Class Nicholas B. DeAndres, 299th Oakland, New York. Lieutenant Jimmy Monteith, 26th Virginia. Technician 5th grade, John J. Kinley. Al Baumgarten baigne toujours dans les eaux du rivage. Il est encore en vie. Mais autour de lui, les hommes tombent. C'était un spectacle horrible. Et c'était surréaliste car l'eau giclait tout autour de moi. Des obus éclataient, des mines explosaient, des gars étaient projetés dans les airs. Mais ce n'était pas mon heure. Et maintenant, il fallait rejoindre la plage et faire le boulot. Il est 6h42. Sur toutes les plages du débarquement, des hommes comme Al sont bloqués par le feu ennemi et n'arrivent pas à progresser. Ce qu'ils ignorent, c'est que derrière les lignes allemandes, il y a une autre armée. Des hommes prêts à donner leur vie pour les aider. En juin 1944, la résistance compte plus de 200 000 hommes et femmes. René Crusoe est l'un d'eux. Il habite à une dizaine de kilomètres d'Omaha Beach. La veille du 6 juin, dans un message codé de la BBC, René Crusoe a entendu le signal qu'il attendait depuis des années. L'appel du labreur dans les matins brumeux. L'appel du labreur dans les matins brumeux. L'appel du laboureur dans les matins brumeux. Voilà, on savait ce que ça signifiait. Possibilité du débarquement dans les 48 heures. Mon père était anti-allemand. L'Allemagne écrasait tous les autres. Il n'y avait qu'un peuple qui comptait, c'était le peuple allemand. Mon père était contre. René est inspecteur dans les services techniques des postes et télécommunications. Il sait où se trouvent les lignes téléphoniques utilisées par les Allemands. En perturbant leur système de communication, il pourra désorganiser l'approvisionnement et les renforts. La résistance cible aussi d'autres infrastructures. Mais elle ne peut rien faire pour les hommes débarqués sur les plages. Bob Sells a rejoint les eaux peu profondes qui bordent le rivage. J'ai attrapé un bout de bois. Les vagues le poussaient. Je m'y suis agrippé et je l'ai laissé me porter. C'est là que j'ai commencé à voir les morts. Ils étaient rejetés sur le rivage. J'ai trouvé Dick White. Il était blessé. Il m'a vu. Il a essayé de se lever sur les coudes pour attirer mon attention.
et je me suis mis à ramper vers lui. Un sniper l'a vu bouger et lui a tiré dans la tête. Elle a explosé. Là, j'ai vraiment paniqué. Plus tard, les soldats débarqués sur Omaha décriront toutes ces horreurs dans leurs lettres. Chère Frangine, les blessés appelaient leur mère. L'odeur de chair brûlée était insoutenable. Maman, je crois que je n'oublierai jamais les bruits et l'odeur d'Omaha ce matin-là. C'était un cauchemar. Les gars se faisaient massacrer par les mitrailleuses et déchiquetés par l'artillerie. Je n'ai plus bougé, car je me disais qu'au moindre mouvement, il m'abattrait. J'étais une cible facile. J'ai pensé que je serais le suivant. J'étais en état de choc, avec tous ces gars qui se faisaient tuer. On pense à différentes choses. Je me demandais ce que ma mère faisait au pays, si j'irais au paradis, des choses comme ça. Ailleurs, sur Omaha, Hal est sous le feu des mitrailleuses. Et le plus dur reste à venir. Il faut traverser la plage. Véritable zone de mort, elle mesure 300 mètres de large, la taille de 3 terrains de rugby. Dans les 220 premiers mètres, il devra franchir des obstacles, comme les hérissons de Tchèque ou les pieux. Puis, à 250 mètres, une digue et des rangées de barbelés. Ensuite, 17 000 mines enfouies dans le sable. Enfin, il atteindra le bout de la plage et alors seulement, il pourra attaquer les Allemands. La traversée de cette plage était surréaliste. J'avais vu ce genre de choses dans des films, mais là c'était moi qui vivais ça. Hal et ses camarades sont seuls et sans protection. Mais du renfort est prévu. Des tanks. Les tanks leur serviront de bouclier et pourront attaquer les défenses allemandes. Mais les péniches qui les transportent sont vulnérables. Il faut que les blindés puissent rejoindre seuls le rivage. Les ingénieurs alliés ont trouvé la solution, un tank nageur. Ce blindé est un DD, Duplex Drive. Il s'agit en fait d'un tank Sherman classique, équipé d'hélices qui le propulsent dans l'eau et d'une toile étanche fixée sur des matelas pneumatiques. Aussi fou que cela paraisse, ça fonctionne. Au cours des mois qui ont précédé le débarquement, les chars amphibies ont été testés avec succès. L'idée est de surprendre les Allemands et de les attaquer avant qu'ils ne frappent l'infanterie alliée. À l'aube du jour J, les blindés se trouvent à 6 km du bord, sur des péniches de débarquement géantes. Le sergent Don Lucey, 24 ans, assure le commandement d'un de ces tanks. Dernier né d'une famille de 6 enfants, tout le monde le surnomme Babe. Sa mission, amener son Dédé jusqu'à la plage. Si tout se déroule comme prévu, il y aura un tank tous les 50 mètres pour couvrir Hal et ses compagnons. Dans la Manche, les vagues atteignent 2 mètres. Lancer les chars amphibies dans cette mer agitée est suicidaire, mais les Alliés n'ont pas le choix. Durant les dernières semaines, ils ont secrètement rassemblé une immense armée dans le sud de l'Angleterre. Tout report du débarquement augmentait le risque qu'il ne soit découvert.
Le mauvais temps a paralysé les troupes pendant des jours, au risque de faire échouer toute l'opération. Clouées au sol par la tempête, elles attendaient avec anxiété une amélioration. Puis soudain, du nord de l'Atlantique, des informations provenant des services secrets leur sont parvenues. Des navires spéciaux ont été dépêchés, non pas pour combattre, mais pour étudier la météo. Équipés d'instruments météorologiques capables d'établir des prévisions à plus de 3000 km, ils ont transmis une information infime, mais capitale. Une accalmie était prévue, une fenêtre possible, le 6 juin. La réussite du débarquement, les vies de milliers d'hommes, dépendent de l'exactitude d'une simple prévision météorologique. Pressé par le temps, l'état-major allié décide de saisir l'occasion. Le 6 juin, le temps s'est amélioré, mais la mer reste mauvaise. Pourtant, la plus grande armada de tous les temps fait route vers la France. À 5 km des côtes, le bateau de Don Luce largue ses blindés. Mais les vagues sont trop grosses. La plupart des engins est submergée, leur toile déchirée. Sur les 29 DD, 27 coulent. Don Luce s'en tire de justesse. Mais 33 de ses compagnons n'ont pas cette chance. Ils devaient nous ouvrir la voie, mais ça n'a pas marché. L'opération a échoué. Hall et les autres sont livrés à eux-mêmes. Il est 7 heures. Le débarquement n'a commencé que depuis une demi-heure. Je me défendais, je voulais survivre, et je priais beaucoup. J'avais 17 ans. J'ai eu 18 ans en Normandie. Un an plus tôt, Franz Gockel travaillait dans l'entreprise de son père en Allemagne. Il réparait les toits endommagés par les bombes. Puis il a été enrôlé dans la machine de guerre hitlérienne. Maintenant, il est un des 20 000 soldats qui défendent la Normandie. Son bunker est aussi sa maison. On nous avait donné un phonographe et des disques. Parfois, quand il faisait beau, on s'asseyait devant les bâtiments et on chantait. Repousser une invasion est la dernière chose à laquelle ces soldats s'attendaient. Peu d'entre eux un retard de 5 secondes et les bombes manqueront leur cible de 500 mètres. 30 secondes, 3 kilomètres.
13 000 bombes sont larguées, mais pas une seule ne touche Omaha Beach ni l'artillerie qui la surplombe. Ce sera le plus gros échec du plan allié. Pire encore, les bombardements mettent en péril les civils français à l'intérieur des terres. Mon grand-père, il faisait « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Quand il, là, je me souviens de ça, quand on a entendu les obus siffler, il disait « Celle-là, elle n'est pas pour nous ». Parce qu'à partir du moment où l'obus, elle siffle, elle ne va pas tomber, hein. Bon, elle vous passe à côté. Par contre, de temps en temps, on voyait là, à terre, plus loin, un cratère qui se formait et tout. Mon Dieu, rien ne fonctionnait. C'était mal engagé. Je me suis dit, il faut que je me sorte de cette plage. Al Baumgarten est encore tout proche de l'eau. Je faisais partie de l'équipe de course de mon université et je jouais au football américain. J'étais en super forme. Il doit parcourir 300 mètres pour se mettre à couvert. Combien ferait-il en temps normal? « 65 secondes. Mais Al transporte 50 kilos de matériel, un fusil, des munitions et il est trempé. Le temps est multiplié par 2, tout comme ses chances de se faire tuer. Je me demandais ce que je ressentirais si j'étais touché. Ce que ça fait de prendre une balle. J'ai entendu un gros bruit sourd à ma droite. Je me suis jeté dans le sable derrière un hérisson tchèque. J'espérais être touché à la jambe ou au bras, pas dans le ventre. J'ai retourné mon fusil et il y avait un trou dans le chargeur où il y avait 7 balles. Mes balles m'ont sauvé la vie. Voilà 1 heure que le débarquement a commencé. Sur la plage baignée de sang et jonchée de corps, les Allemands se montrent bien plus résistants et combatifs que prévu. Ils ont gardé cachées des armes qui ne sont pas encore entrées en action. Parmi elles, 5 énormes canons de 155 mm. Du haut des falaises de la pointe du Hoc, ils peuvent détruire n'importe quoi dans un rayon de 25 km. Et aussi bien tirer sur les hommes qui débarquent que sur les bateaux chargés de renforts. Il est impératif de les détruire, mais elles sont perchées sur des falaises de 50 mètres quasiment imprenables, et l'opération est suicidaire. Nous savions que c'était dangereux. Mais nous étions sûrs d'y arriver. Ça faisait partie de l'entraînement commando. On nous répétait que rien n'était impossible pour nous.
George Kirchner est un jeune lieutenant de l'unité d'élite des Rangers. Avant la guerre, George avait quitté l'école. Il travaillait chez un glacier. Mais il a trouvé sa voie en s'engageant. Soldat d'exception, il a été accepté dans les forces spéciales des Rangers. Pendant ces 6 mois d'entraînement, George a caché un secret à ses compagnons, de peur d'être renvoyé de son unité. Il porte des lunettes. Mais à présent, à quelques minutes du débarquement sur Omaha Beach, il se rend compte qu'il n'est pas le seul. Le plus important, c'était de voir l'ennemi et de pouvoir lui tirer dessus. Pour escalader les falaises, George et ses compagnons ont suivi un entraînement et reçu un équipement spécial. Ils ont appris à utiliser des grappins spéciaux qui peuvent être propulsés sur les sommets. Mais malgré tout leur entraînement, aujourd'hui la mission est bien différente. La mitrailleuse sur notre gauche a ouvert le feu au moment où on descendait de la péniche. À côté de moi, 2 de mes hommes ont été gravement blessés. J'ai pris une balle dans les côtes. Le Toubib m'a regardé. Il m'a dit qu'il fallait faire un bandage et que c'était pas grave, que rien d'important n'était touché. Au milieu d'une pluie de balles, les Rangers ripostent et sortent leur arme secrète, les grappins volants. Mais au moment crucial, l'accrochage échoue. On n'y arrivera jamais. Je me suis retourné et j'ai dit, on est dans le pétrin. On n'arrivera jamais en haut. Une fois de plus, ces hommes voient leur destin se jouer sur un détail. Cette fois-ci, c'est l'eau de mer. Ce matin-là, les Rangers s'attendaient dans leur bateau que le jour se lève. Pendant ce temps, une forte houle mouillait les cordes des grappins. Désormais trop lourdes, elles ne peuvent atteindre le sommet des falaises. Seuls quelques grappins s'accrochent. George Kirchner grimpe aussitôt. J'ai grimpé, la corde était mouillée, mais ça ne m'a pas gêné. J'ai mis entre 15 et 20 secondes. Au cours de l'assaut, les Rangers subissent de lourdes pertes. Mais arrivés aux positions allemandes, ils s'aperçoivent qu'ils ont été bernés. En place de l'artillerie, de vulgaires poteaux télégraphiques. Pourtant informés par la résistance, ils savent que les canons meurtriers sont cachés quelque part. Les Allemands n'auraient pas dépensé autant d'argent à construire des leurs s'ils n'avaient pas eu l'intention de se servir de leur artillerie lourde. Ils sont quelque part, il faut qu'on les trouve.
Len Lommel et son équipier se couvrent mutuellement et s'enfoncent en territoire ennemi. On est arrivé à une haie, j'ai regardé par-dessus. On a eu du bol, ils étaient là. Génial, je vais tout faire péter. Les Allemands avaient caché leurs canons dans un verger à 1,5 km à l'intérieur des terres. Je pouvais voir les gardes allemands. Ils étaient à une centaine de mètres. Les 2 Rangers décident d'utiliser une autre botte secrète. Chaque homme disposait d'une grenade thermique. On met la grenade en place et on la dégoupille. La grenade thermique présente le double avantage d'être silencieuse et de dégager des chaleurs suffisamment élevées pour faire fondre les mécanismes d'un canon. On les a mis hors d'état. Tous les canons sont neutralisés. Les Allemands ne nous ont même pas vus. Les Rangers se sont débarrassés des énormes canons de la pointe du Hoc, mais des dizaines de plus petits continuent de pilonner la plage. C'était terrifiant. Les obus font plus peur que les mitrailleuses. Parce qu'un obus vient de nulle part. Et vous ne savez pas où il va atterrir. Vous ne savez pas s'il est pour vous. C'est terrifiant. Sur Omaha Beach, la vie ne tient qu'à un fil, mais la mort peut venir du ciel. J'ai regardé en l'air et je les ai insultés. Et juste à ce moment-là, un obus de 88 mm a éclaté devant moi. Lorsqu'un obus explose, il peut tuer de plusieurs manières. L'explosion libère une vague d'air tellement comprimée que son souffle frappe les corps avec la violence d'un train. Quand je jouais au baseball, il m'est arrivé de prendre des coups de batte. Ça ressemble à ça. Après le souffle, des débris d'obus brûlants s'abattent comme des milliers de balles qui éclateraient dans toutes les directions au même instant. Mais l'ironie de l'histoire veut que le shrapnel qui a frappé Hal provienne non pas d'un canon d'artillerie, mais d'un fusil de chasse. Durant les premiers mois de l'année 1944, la résistance a rassemblé des renseignements sur les protections des côtes normandes. Le courage de centaines d'hommes et de femmes ont permis de traiter et de transmettre ces informations. Au large, un autre homme voudrait également intervenir. James Semmes est le commandant de l'USS Frankford. Il meurt d'envie de lancer des tirs de soutien, mais les ordres qu'il a reçus le lui interdisent. Sa mission ? Protéger le reste de la flotte. Pour l'instant, il doit rester là. Cotta et ses hommes sont seuls.
Les barbelés ont été détruits. Il faut maintenant affronter la terrible puissance de feu de la MG-42. Un soldat se porte volontaire pour monter à l'assaut de la mitrailleuse la plus rapide du monde. Kota affronte le moment le plus décisif de la bataille et de sa vie. S'il ne fait rien, ses hommes mourront. Et bien plus encore repose sur ses épaules. Ces images sont des archives d'Omaha, le jour du débarquement. Les pertes humaines sont telles qu'au large, le commandement allié envisage d'abandonner l'offensive sur cette plage. La vie de ces hommes et l'issue de la bataille d'Omaha sont entre les mains de Kota. Il décide de monter à l'assaut. Suivez-moi! Le choix d'un seul homme renverse le cours de la bataille. Il n'avait peur de rien. La percée des lignes allemandes change tout. En mer, le haut commandement prend une décision capitale. Il abandonne la protection de la flotte et dirige les destroyers vers la plage contre les Allemands. L'USS Frankfurt de James Semmes part au combat parmi les premiers. Semmes lance le Frankfurt vers la côte et l'amène si près de la plage qu'il touche presque le fond. À 600 mètres, il vire de bord, présente le flanc et ouvre le feu. Les obus passaient au-dessus de nous. On entendait un sifflement et boum! On entendait la canonnade du destroyer. On aurait bien serré la main du capitaine de ce bateau. 11 autres navires passent à l'attaque. Après ces heures hantées par la menace d'une défaite, la bataille d'Omaha Beach tourne enfin en faveur des Alliés. Le bruit des combats parvient jusqu'à la prison de Caen. 90 résistants y sont détenus. Parmi eux, le peintre Robert Douin, l'auteur des cartes transmises aux Alliés. L'excitation règne. Ce sera peut-être bientôt la fin de l'occupation. Dis-moi ce que tu vois. Peut-être qu'il les relâche. Et ils ont dû avoir un moment de joie avant d'être exécutés. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils seraient exécutés. La vengeance des SS est terrible. 87 résistants sont exécutés ce jour-là. On les a appelés, fait sortir de cellules. Je vous dis 6 par 6. René Crusoe, le génial saboteur des télécommunications allemandes, voit aussi sa chance l'abandonner. L'officier allemand les a vus, a interrogé donc mon père notamment, qui connaissait, il le connaissait de longue date. C'est bien vous qui avez coupé les câbles? Oui.
Et nous, avec nous ou contre vous? Nous sommes contre vous. Non, ben, limite, vous allez être fusillés. Mais le sacrifice de René et de tant d'autres n'a pas été vain. Ils sont maintenant récompensés. Les Alliés ont ouvert une brèche à l'intérieur des terres. Une vaste armée peut maintenant se déployer sur le sol français. La libération de l'Europe commence. Mais chaque mètre carré de sol normand est conquis au prix de durs combats. La population civile assiste à des affrontements sanglants. La ferme des Godès, toute proche d'Omaha Beach, est le théâtre d'une confrontation singulière. Et ma grand-mère dit, mon Dieu, comme elle a vu qu'ils arrivaient au niveau de ce talus où il n'y avait pas de haie. Elle s'est dit à un moment donné, ils vont se redresser et ils vont se tuer. Alors elle a crié, oh mon Dieu, ils vont se tuer. Et j'ai vu ces deux soldats, et ça c'est une image qui m'est toujours restée parce que ils se sont, mais ça a duré quelques secondes, ils se sont regardés, ils se sont tendus la main. Ils ont eu un geste, vous voyez, ils n'ont pas pris pour s'embrocher avec leur baïonnette ou se tirer dessus, non, pas du tout. Ils se sont tendus la main et ils sont repartis. Cette image est devenue pour Georgette le symbole de la guerre. Deux hommes, des gens ordinaires jetés dans une bataille qu'ils n'avaient pas choisie, se saluent et s'épargnent l'un l'autre. Les soldats, c'était nos libérateurs. Et il y a eu cette photo qui a été faite. Et là, c'était dédicacé, l'accueil de nos petits Français fait à nos soldats. Cette photo circulera dans tout le monde libre. Durant les jours qui suivent, 200 000 hommes débarquent en Normandie avec 3 millions de tonnes de matériel. Une opération logistique d'une ampleur inégalée jusqu'à ce jour. Mais le prix à payer était élevé. Voici une vue aérienne d'Omaha Beach, le 6 juin 1944 à midi. La mer est haute. Les vagues se brisent contre la digue. On distingue des péniches de débarquement, des véhicules et des tanks abandonnés. Entre eux, on aperçoit des points noirs. Chaque point représente un corps. Un soldat américain tombé au combat. Ils ne sont pas des milliers, mais sans doute des centaines. Le jour J, le sort de la Seconde Guerre mondiale s'est joué avec quelques poignées d'hommes sur Omaha la sanglante. Al Baumgarten a survécu, grâce au hasard, à la chance, ou peut-être au destin. Ses blessures ont guéri, mais l'une d'entre elles ne s'est jamais refermée. Je me sentais coupable d'avoir survécu. Je me répétais, pourquoi moi?
Quand ils prient Dieu, beaucoup de gens disent « Pourquoi moi? Pourquoi ai-je cette maladie? Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas ?» Moi, c'était l'inverse. Pourquoi moi? Pourquoi sont-ils morts alors que moi, j'ai survécu? Ce pourquoi est une question douloureuse. Pourquoi tant d'hommes sont morts? Pourquoi si peu en ont réchappé? Cela tient-il à un étrange jeu de coïncidence? Une fraction de seconde? Les caprices de la chance? Face à ces hasards du destin, à ceux qui ont survécu, la mort de 10 000 soldats alliés, 4 000 Allemands et 3 000 civils français. Le jour J fut une grande et terrible bataille. Elle méritait 1000 fois d'être livrée, mais au prix du sacrifice de très nombreux hommes. Ces hommes seront toujours jeunes à mes yeux. Ils ne sont pas devenus vieux comme moi. Ils resteront à jamais cette bande de gamins qui aimaient courir après les filles, boire de la bière et s'amuser.